Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et où est-ce qu'on est? Eh bien, on est dans la première construction que j'ai faite en pierre massive il y a un quart de siècle. Et ce bâtiment était destiné, il est destiné à être une cave viticole. Et donc, il a été bâti avec des pierres du pont du Gard, prises dans les carrières du pont du Gard. Et voilà, c'est le premier bâtiment que j'ai réalisé. Alors, qui je suis? Je m'appelle Gilles Pérodin, je suis architecte. Et c'est tout. Enfin non, c'est pas tout, en fait, c'est pas vrai. Puisque j'ai construit un chai viticole, je suis aussi viticulteur. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette région? Qu'est-ce qui t'attache à cette région? Est-ce que tu as grandi dans le coin? Alors absolument pas, non. Je suis venu ici par amour de la Méditerranée. En fait, j'ai toujours été attiré par la civilisation méditerranéenne, tout ce qu'elle comporte, aussi bien dans la cuisine, que les monuments, que sa culture, la pensée, Rome, la Grèce, voilà. Et donc la Méditerranée est pour moi une espèce de référence culturelle fondamentale. Et certainement que j'ai été passionné par la Méditerranée en lisant Braudel. Donc, et sa manière de penser cet espace restreint, cette espèce de grand lac, on pourrait dire, qu'est la Méditerranée, autour desquels tournent des civilisations aujourd'hui un peu différentes, autant au niveau des croyances, des cultures, mais qui ont la nécessité de vivre ensemble. Et c'est ça qui est formidable, c'est la Méditerranée, c'est vraiment le lieu où on doit absolument vivre ensemble. On ne peut pas être isolés les uns des autres. Il y a nécessairement des confrontations qui sont à la fois parfois conflictuelles, mais aussi puissamment enrichissantes. Je suis né dans une famille paysanne et notamment j'avais un grand-père avec qui j'adorais être et travailler et qui m'a appris à faire des tas de choses. J'ai relaté assez souvent quand il m'a appris à faire des paniers. Donc l'hiver, quand on était enfermé dans l'étable où le froid du dehors nous condamnait à être, avec au chaud avec les vaches. Et là, il m'a appris à faire des paniers. Et ça a été une expérience pour moi assez unique de comment on pouvait faire naître des formes de la matière. Et de la matière, d'une matière qui était, disons, prise dans l'environnement, puisqu'on construisait avec des branches de noisetier qui étaient soigneusement pelées, dénudées par mon grand-père. Ça faisait une espèce de grande lanière. Et on sculptait la forme du panier avec les branches dénudées, puis ensuite on tissait à l'intérieur cette peau qui durcissait, qui faisait des paniers dont on se servait pour tous les travaux de la ferme, aussi bien pour aller chercher les légumes au jardin, ramasser les pommes de terre, et puis qui finissait immanquablement soit comme nichoir pour les poules, et puis en fin de compte brûlait dans le four à pain. Hein, donc il y avait cette espèce, inconsciemment, j'ai enregistré ces processus qui consistaient à utiliser les ressources locales, ressources, disons, naturelles, et ensuite de comprendre tout ce processus qui faisait qu'on pouvait en faire des formes extraordinaires, adaptées à des usages,
et ensuite qu'elle retournait tout simplement à la terre, redevenait poussière, on dirait, et que ce passage ici n'avait absolument jamais marqué l'environnement, mais au contraire nous avait été utile pour notre vie quotidienne. Je sais que dès que j'ai voulu faire architecte, donc disons dans la fin de l'adolescence, au moment où on va s'engager dans des études un peu plus longues, je sais que j'ai découvert Le Corbusier. Par un hasard, j'avais un cousin qui avait la possibilité de consulter l'œuvre complète de Le Corbusier, donc ce fameux ouvrage, cette collection en plusieurs tomes que Le Corbusier avait mené et guidé, et qui résumait un peu toute sa production architecturale. Et je sais que j'ai passionnément étudié tout Corbusier, depuis ses premiers projets jusqu'au dernier. J'ai lu Le Corbusier, j'ai été fasciné par donc évidemment, je n'avais aucun regard critique autour de moi, puisque comme je l'ai dit, je n'étais pas dans une famille d'architectes. Il aurait pu me dire non mais attends, là le Corbusier, il n'y a pas que Le Corbusier, il y a machin, il y a truc. Bon, moi j'ai découvert les choses par moi-même, donc je me suis engouffré, disons, dans la pensée, les idées de Le Corbusier, et donc j'ai étudié tout ça jusqu'au point même de faire des exposés. Je me souviens, quand j'étais au lycée, j'ai fait des exposés sur Le Corbusier pour expliquer sa pensée, etc. Puis j'avais un vieux prof de lettres qui un jour m'a dit « Oui, non mais attendez, c'est très très bien Le Corbusier, là, mais enfin, ces machines à habiter, là, c'est quand même pas une très bonne idée et tout. » Et moi, comme ça m'a frappé. Je me suis dit, ouais, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Pourquoi? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une position ensuite critique vis-à-vis de Le Corbusier, pour l'avoir peut-être trop aimé, trop adoré, trop suivi. Et donc c'est là que j'ai découvert après d'autres architectes. Alors, bon, après on enchaîne au moment où je commence les études d'architecture. Mais il se trouve que au moment où j'ai voulu m'inscrire à l'école d'architecture, c'était en 1968. Alors peut-être c'est un pan d'histoire que vous ne connaissez pas nécessairement, mais en 1968, les écoles d'architecture avaient disparu. Elles avaient disparu parce qu'avant, l'architecture, ça s'enseignait dans les écoles des Beaux-Arts. C'était une section de l'école des Beaux-Arts. Donc moi, assez bêtement, je suis allé aux Beaux-Arts pour m'inscrire après mon bac. Passé en 68, c'est-à-dire je ne l'ai pas passé en fait, hein, on l'a donné sur les carnets, hein, sur les notes. Par chance, je pense que c'était une année où j'avais peut-être bien travaillé, donc j'ai eu mon bac comme ça, tranquille. Parce qu'en mai j'ai été éjecté, je veux dire, les écoles ont été fermées, tout était fermé, je suis parti dans ma campagne et j'ai passé les plus belles vacances de ma vie, parce que j'ai fait 5 mois à la campagne sans bouger avant de revenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu m'inscrire dans les écoles d'archi, et on m'a dit, mais les écoles d'archi, c'est complètement, il n'y a plus rien, on ne sait pas ce qui va se passer, personne n'était vraiment informé, en tous les cas pas les écoles des Beaux-Arts.
Et j'ai donc décidé de poursuivre l'enseignement que j'avais suivi, qui était un enseignement donc, pour être technicien de la construction. Donc, je me suis très nettement engagé là-dedans et j'ai passé 2 années supplémentaires dans une école avant. Donc j'ai une sorte de diplôme qui me donne le titre d'ingénieur en bâtiment. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai commencé les études d'architecture, donc 2 ans après 68, donc dans les années 70. Voilà, à l'école, à ce qu'on appelait à l'époque des unités pédagogiques d'architecture. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas unitaires, il n'y avait rien de pédagogique, et surtout on ne parlait pas d'archi. Mais ce regard critique ne s'est pas, comment dire, focalisé sur l'œuvre de Le Corbusier, c'est plutôt les apports de connaissances d'autres architectes et d'autres mouvements qui petit à petit m'ont montré les limites de l'approche corbusienne. Et donc c'est là que j'ai découvert, l'un des plus marquants, on peut dire, qui est Ivan Illich, donc qui effectivement, par ses études, ses recherches, et puis il avait un séminaire qu'il avait créé dans, je ne sais plus si c'était au Mexique ou au Nouveau-Mexique, plutôt aux États-Unis, donc il enseignait, donc et un regard critique sur le monde. Voilà, je peux dire, j'ai une conscience politique qui s'est formée à ce moment-là et qui m'a même amené à un moment donné presque à abandonner mes études d'architecture. Donc quand j'ai abordé ma 2e année, j'ai rencontré des architectes qui avaient monté, qui avaient décidé justement de mêler la pratique et la pensée architecturale. Donc, et ils avaient monté ce qu'on appelait à l'époque des bases rouges, enfin une base rouge, c'est-à-dire un endroit où on allait travailler différemment, repenser la relation entre l'architecte et les usagers, enfin les habitants. Et donc je me suis engagé pendant pratiquement 1 an dans une société où on construisait des maisons en bois. Et on faisait tout, c'est-à-dire on concevait la maison, on la concevait avec les habitants, avec le futur propriétaire, enfin, la personne qui voulait se faire construire la maison, et on développait, et ensuite il était impliqué même avec nous, parce que bien sûr on produisait toute la maison, on était charpentier, on était électricien, on était plombier, on était vitrier, on faisait tout. Donc, et on impliquait les habitants dans le processus. D'ailleurs, c'était une société coopérative de construction. Et les habitants, enfin le futur habitant, quand il venait, il achetait des parts dans la société coopérative. Il devenait coopérateur. Donc, il travaillait avec nous dans ce système où alors, bien sûr, ces maisons étaient basées sur un modèle constructif qui était inspiré de constructions qui venaient du nord, de la Finlande, je crois. Je n'étais pas à l'origine de ce système, mais je me suis engagé très fortement dans cette manière de faire, et à un moment donné, j'ai même imaginé je ne vois pas pourquoi je continuais mes études d'archi. Comme je l'ai dit, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'enseignement, ou l'enseignement était peu convaincant ou ne m'apportait pas des réponses que je trouvais satisfaisantes. Et donc je suis parti dans cette aventure, et c'est là que j'ai à nouveau appris à penser et construire. C'est-à-dire vraiment toujours ce lien très fort entre penser l'espace et comment il serait construit. Donc en mettant en parallèle toujours ces deux, la matière, les procédés constructifs et puis l'espace architectural. Voilà. Donc ça a été aussi une expérience que j'ai faite en étant à l'école d'architecture. Et puis, bon, comme je l'ai dit, j'étais pas d'une famille très aisée, même famille, disons, je ne considère pas que j'étais pauvre, hein, loin de là, c'était pas, ma vie à la campagne était formidable, hein, donc j'en suis plutôt sorti enrichi, mais je n'avais pas les moyens non plus de continuer mes études sans pouvoir
disons, me nourrir, quoi. Et puis, parce que cette expérience avec cette collectivité, c'était bien, mais ça rapportait rien, quoi. On passait un temps fou à discuter. On discutait de tout, parce que, évidemment, comme on était dans une vision un peu collective, chaque décision devait faire l'objet d'une assemblée générale, quoi. Donc on voit très bien le schéma d'un tel processus qui bien sûr était très chronophage, quoi, mais passionnant, quoi. Les autres influences, elles ont d'abord été la découverte de l'architecture vernaculaire. Ça, c'est très fort. Bon, à dire presque pour moi, c'était naturel. Je vivais à la campagne. Il y avait encore des exemples autour de moi de villages, de maisons, de fermes qui étaient bâties sur des modèles traditionnels, vernaculaires, si on peut le dire. Et je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai fait des analyses, je faisais des reportages, j'allais analyser les maisons, comment elles étaient bâties. Puis il y avait une petite tendance quand même à ce moment-là au niveau des études d'architecture pour aller vers la compréhension des architectures vernaculaires. J'ai appris beaucoup plus tard, mais ça c'était dans l'air du temps, que à Lausanne, par exemple, il y avait un architecte qui faisait étudier à ses élèves des maisons traditionnelles, vernaculaires, et qui les amenait aussi à faire des maquettes de ces maisons. Donc les gens allaient sur place, relevaient les maisons, etc. Et on refaisait des maquettes en essayant de comprendre voilà, comment c'était construit, comment c'était bâti, quelle était l'intelligence de la relation au climat, à l'environnement, même à la topographie, et évidemment aux modèles sociaux, enfin le modèle économique. Et donc tout ça était quand même un petit peu dans l'air du temps. Donc j'ai beaucoup étudié cette architecture vernaculaire, au point même aussi de m'impliquer dans une association qui voulait défendre l'architecture vernaculaire. C'est là que j'ai compris aussi pas mal de choses. C'est qu'en fait, il y avait une dimension politique dans Enfin, c'est-à-dire que les habitants qu'on allait voir, qui avaient des magnifiques maisons traditionnelles, n'avaient qu'un seul souci, c'était de les raser et puis de les transformer ou d'en faire des maisons modernes, entre guillemets. Donc, et nous, on essayait de leur expliquer qu'ils avaient tort, que c'était des maisons magnifiques, etc. Mais comme ils regardaient la télé, puis qu'à la télé, on leur montrait des architectures considérées comme modernes, comme celles d'un progrès social et tout, ben évidemment, les pauvres, eux, ils disaient non, mais moi, je veux pas des petites fenêtres, là, machin, je veux des grandes baies pour regarder le paysage et tout. Et j'ai compris aussi à ce moment-là que l'architecture était étroitement imbriquée aux politiques, ce que j'avais déjà commencé à comprendre, mais qu'il y avait une imbrication très forte entre l'architecture et le politique, et le développement socio-économique passait effectivement par des vecteurs qui n'étaient pas strictement ceux de la définition d'une forme architecturale qu'on pouvait nous apprendre dans les écoles, en disant oui, bon, il y a des toits comme ça, il y a des toits comme ça, il y a des toits comme ça. Non, il y avait autre chose effectivement qui fonctionnait derrière tout ça, et donc ça m'a
évidemment amené à comprendre encore une fois cette relation entre l'histoire, le développement des formes constructives dans un territoire donné, dans une relation avec un territoire, et que c'était spécifique à chaque fois, à chaque micro-société. Et en France, on est quand même idéalement servi puisque chaque région a presque son modèle architectural différent de la région suivante. Et donc, c'était assez facile de comprendre comment il y avait cette interaction entre le climat, le mode d'exploitation. Donc certains c'était des élevages, d'autres c'était des exploitations viticoles, d'autres c'était la culture. Bref, suivant qu'on était dans les grandes plaines de la Beauce ou en Bretagne ou en Provence, ben on avait des modèles constructifs, architecturaux, des formes qui étaient très liées à cette situation. Et j'ai donc vu comment tout ça s'est été détruit effectivement par une volonté, disons, de développement économique, de productivisme, pour dire non, non, arrêtez, ces trucs-là, ça sert à rien, c'est des vieux machins, c'est des vieux modèles, pensée moderne. Voilà. Et là qu'a commencé à naître ma critique de la modernité, que je vais effectivement petit à petit, au point de dire aujourd'hui, la modernité, c'est une idéologie qui a condamné l'architecture. Donc c'est pour ça qu'il y a petit à petit une prise de conscience, c'est pas faite immédiatement. Alors après, j'ai beaucoup étudié aussi, j'ai été un peu fasciné, mais parce que certainement que mon expérience des constructions de maisons en bois m'a amené à... J'ai rencontré MLTW, c'est-à-dire Moore, Linden, Turnbull, Whittaker, MLTW, yes, et leur architecture. Et notamment, j'ai découvert une opération un petit peu très singulière qu'ils ont faite, qui s'appelle le Sea Ranch Condominium, qui est sur la côte ouest, au nord de la Californie, et qui est donc un système de construction en bois, de petites unités qui s'assemblent et qui forment des ensembles. Et j'ai lu aussi, bien sûr, j'ai découvert à ce moment-là les livres, donc The Place of Houses, de cette même équipe, et j'ai été très intéressé parce que ça représentait encore cette relation. Et eux se disaient, ben, nous aux États-Unis, notre histoire, elle commence au XVIIIe. C'est à partir de ce moment-là que les colons européens qui arrivent aux États-Unis, donc là on voit bien qu'ils avaient oublié tout un pan de l'histoire des Amérindiens. Donc ces colons vont construire des maisons efficaces, des granges et tout, et ils vont le faire évidemment en bois. Il y a une grande, voilà, toutes les constructions qu'on peut connaître, et ils vont partir de cette compréhension de ce qu'était leur passé pour imaginer donc le futur. Donc comment on construisait, qu'est-ce qui se passait et tout. Et il y a dans cet ouvrage Place of Houses que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup feuilleté, étudié, etc. L'analyse des maisons américaines et comment elles étaient distribuées et comment eux les transposaient dans une intervention contemporaine.